Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents à nos côtés aujourd'hui. Donc, comme je le disais, pour ce webinaire sur nos fonds high yield à échéance, donc les fonds gérés par Swiss Life Asset Manager. Je suis ravi de vous accueillir et je vais tout de suite vous présenter eh bien, non seulement le thème du webinaire, mais surtout Édouard Faure, qui est le responsable de la gestion high yield donc chez nous. Le but du webinaire, eh bien, c'est de vous expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons, de vous présenter l'équipe par ailleurs et bien sûr de répondre à vos questions. À vos questions parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a énormément de fonds à yield d'échéance qui se lancent à droite et gauche sur la place. On sait également, on a l'information en off qu'il y en a beaucoup en cours d'agrément côté AMF. Et du coup, eh bien, l'idée, c'est de vous donner les clés de lecture, de vous expliquer pourquoi nous sommes différents et pourquoi on a la conviction d'avoir une gestion à yield qui est extrêmement solide. Mon cher Édouard, es-tu avec nous? Je suis là. Merci Romain. Bonjour à Bonjour à tous. toi. Ravi d'être là avec vous. De bon matin pour parler de nos fonds échéance à yield. Édouard, est-ce que d'abord, merci à toi et à ton équipe aussi d'être à nos côtés pour nos partenaires. Est-ce que, Édouard, en quelques mots, très brièvement, avant de véritablement de lancer le début du webinaire, est-ce que tu peux nous expliquer combien vous êtes dans l'équipe, combien vous gérez et surtout, en deux mots, nous dire ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes 4 dans l'équipe à yield à Paris. Vous aurez la chance aujourd'hui d'entendre 3 de ses membres, Romy, Emmanuel et moi. Laurent profitant de quelques jours de vacances, malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible ce matin pour pouvoir vous dire quelques mots sur le yield, mais on essaiera de, de, de le représenter aussi bien qu'on peut l'être. On gère chez Swiss Life AM près d'1 milliard d'euros sur la classe d'actifs à yield, hein. L'équipe a été créée il y a maintenant une douzaine d'années. Donc on a une expérience assez importante sur cette classe d'actifs-là et on a depuis 2012 pardon, lancé notre expertise de fonds échéance. Donc on a une expérience relativement longue. Le webinaire aujourd'hui va s'articuler en deux temps. Un premier temps plutôt sur le marché à yield et en particulier, on va regarder les valorisations historiques du high yield pour essayer d'en tirer des conclusions si aujourd'hui c'est un bon moment ou pas d'investir dans la classe d'actifs. Ensuite, on va comparer la classe d'actifs high yield à celle des actions et en tirer des conclusions quant à leur complémentarité pour ensuite axer notre discours sur eh bien, la qualité fondamentale des émetteurs, hein, des sociétés qui émettent des obligations à yield. Puis nous allons nous allons dire quelques mots des taux de défaut et des anticipations de défaut qu'on peut attendre pour l'année prochaine. Et enfin, la deuxième partie du webinaire sera concentrée sur notre expertise de fonds à échéance et en particulier et bien sûr sur nos caractéristiques, sur ce qui nous différencie des autres fonds à échéance de la place, comment nous voyons la gestion et pourquoi il nous semble intéressant bien, d'investir dans notre gamme. Eh bien, merci beaucoup, Édouard. Je vous laisse à toi et ton équipe. Je crois que c'est Emmanuel, me semble-t-il, qui commence. Je vous laisse à toi et ton équipe le micro et je reprendrai la parole en fin de session. Et à toutes et tous, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit chat. Bon webinaire. Merci. Vas-y, Emmanuel. Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. Effectivement, nous sommes ravis de pouvoir avoir l'opportunité de vous présenter notre gestion à yield et effectivement notre expertise plus spécifique sur les fonds à échéance, qui effectivement est une expertise qui remonte maintenant à 10 ans. Et chaque fois qu'on a un nouveau fonds à échéance, c'est une opportunité pour vous. On va vous expliquer pourquoi tout de suite avec l'évolution des rendements. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Et un petit problème technique là, je vois, parce que je n'ai pas
Édouard? La slide est. Alors, moi, j'ai bien la slide qui est Ah, qui est non, affichée. Pas, je sais pas sur votre écran. Non. non, non, Coupe ton non. partage et relance-le, Édouard, s'il te plaît. Désolé pour ce. Bon, vous verrez sur la slide, je peux déjà vous faire un petit Vas-y, Manu, enchaîne. pour vous expliquer. Donc vous allez voir que l'évolution des rendements est à un niveau historiquement élevé. Voilà, très bien. Donc vous voyez, les rendements aujourd'hui sur la île d'Euro sont de l'ordre de 7,5%. Donc c'est un niveau qui est historiquement élevé. Et notamment, ça a été porté par la forte hausse des taux que l'on a connue. Donc effectivement, on a eu quand même un choc sur les taux cette année qui a eu pour effet une hausse des taux et une hausse des rendements. Et l'on voit aussi que concomitamment à cela, nous avons eu une forte remontée des primes de risque sur la droite. Et du coup, cela vous permet de voir que aussi bien sur les rendements que sur les primes de risque, vous êtes à des niveaux historiquement élevés. Et donc, pour nous, c'est source d'opportunité. Pourquoi? Parce que, on y reviendra un peu plus tard, mais on a une relative confiance sur, le fait que le surcroît du high yield, slide suivante, par rapport, au fixed income, enfin au sein du en tout cas dans le fixed income est clairement une source d'opportunité. Vous avez 7,25% de rendement sur le high yield euro aujourd'hui, comparé à peine 3,9% sur le investment grade. Donc clairement, vous êtes, sur une classe d'actifs qui a un surcroît de rendement très significatif. Sur le high yield US, on est un petit peu moins couvert en euros. Toujours, on parle toujours couvert en euros parce que nos fonds sont tous couverts sur les devises. Et donc, plus spécifiquement sur la ligne d'euro, nous avons au sein du L d'euro le simple B, donc la catégorie plus spéculative, mais qui permet de trouver du 8,5% de rendement aujourd'hui en moyenne brut, ce qui est historiquement très attractif. Et surtout par rapport au high yield US, vous avez un surcroît de rendement de 115 points de base, donc c'est quand même assez significatif. À titre juste de comparaison, on vous a présenté également les rendements de nos fonds à échéance à date. On est à 8,5% sur 2026 brut et à un peu moins de 8% sur 2028. Donc, slide suivante. Alors, est-ce que ça vient? Voilà, donc pourquoi le high yield aujourd'hui, dans une allocation d'actifs, nous paraît intéressant, notamment parce que l'on considère qu'aujourd'hui, la classe d'actifs, et c'est historiquement vrai, est très complémentaire à un investissement en actions. Et c'est très, très vrai aujourd'hui, si je peux me permettre, parce que vous voyez que historiquement, le rendement du high yield suit le rendement attendu des dividendes du marché action. Donc le rendement du high yield ici est représenté par la courbe en vert foncé. Celui des actions, donc des dividendes attendus, est représenté en vert clair. Donc vous voyez, ils sont effectivement bien corrélés, mais de temps en temps, on assiste à des périodes d'écartement plutôt à la faveur du high yield, comme c'était le cas fin 2015 et comme ça a pu être le cas encore lors de la crise du Covid. Et là, c'est encore plus parlant aujourd'hui puisqu'on a quasiment 8% de rendement. Là, c'était à fin octobre contre moins de 4% pour les actions. Alors, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous donne du portage. Et le portage, c'est aujourd'hui, je pense, quelque chose de très sécurisant si l'on se positionne dans un scénario de ralentissement économique, comme c'est le scénario central d'ailleurs de nos macroéconomistes de Swiss Life. On s'attend à une récession légère. Et donc, qui dit récession légère dit risque de volatilité, évidemment. Et pour cette raison, on pense qu'avoir du portage avec moins de volatilité, c'est quand même plutôt très sécurisant pour les investisseurs. Et donc, on va le voir aussi dans la slide suivante où on vous a présenté l'évolution de la performance comparée sur une période de 20 ans entre le high yield euro et les actions, donc l'Eurostock 50 pour être précis. On voit qu'on a une performance qui est très comparable. On est grosso modo autour de 6%. C'est un peu supérieur pour le high yield par rapport aux actions.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de vous mettre ça en perspective avec la volatilité qu'on a constatée sur la même période. Et cette volatilité, elle est près de 2 fois moindre pour le high yield euro. Donc, encore une fois, on pense que quand on a un pic de surcroît de rendement par rapport aux actions, c'est vraiment un point d'entrée très intéressant. Enfin, je vais conclure cette première partie par vous dire que nous sommes donc, comme je vous le disais, en termes de timing, c'est le bon moment, mais aussi en termes de fondamentaux. Pourquoi? Parce que, et là c'est clé, dans le high yield, l'analyse fondamentale des sociétés est déterminante. Déterminante surtout face à un retournement conjoncturel, parce que il faut être capable d'aller éplucher les comptes de résultats, les cash flows, et d'avoir une idée très claire de la situation financière des entreprises à l'aube d'un retournement conjoncturel. Et aujourd'hui, on est tout à fait en mesure de le faire. On a connu plusieurs cycles de retournement. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que là, on est dans une période un peu inédite puisque, comme vous voyez sur la gauche, l'endettement des entreprises est à un niveau quand même très bas et encore plus notamment bas par rapport à ce qu'on attend sur le risque d'un retournement conjoncturel. Et donc, pourquoi aussi on est rassuré? Non seulement, donc je vous parlais de cet endettement, mais aussi, vous voyez qu'il a effectivement un peu remonté, mais de manière relativement limitée dans cet environnement inflationniste. Vous voyez, la remontée de l'endettement, elle est quand même très légère après 2 trimestres où les entreprises ont fait face à une pression sur leurs marges. Dernier point sur la relative solidité financière de nos émetteurs high yield, c'est leur niveau de trésorerie rapporté à leur dette. Ça, c'est le slide, le graphe de droite. Vous voyez, on a un niveau historiquement très élevé. Post-Covid, en fait, les entreprises ont fait le plein de liquidités et ont fait preuve de beaucoup de prudence dans leur politique financière. Elles ont réduit les capex, notamment, elles ont réduit les investissements. Elles ont fortement limité les coûts et donc du coup elles avaient réussi à finalement dégager beaucoup de flux de trésorerie. On a été particulièrement surpris de la possibilité des entreprises de pouvoir dégager autant de flux de trésorerie et ça c'était très positif et surtout elles ont gardé ces flux de trésorerie, elles n'ont pas trop reversé de dividendes par la suite, ce qui fait qu'aujourd'hui avec un peu moins de 30% de cash au bilan, on est confortable sur leur capacité à affronter un cycle de retournement conjoncturel. Et du coup, maintenant que je vous ai parlé des fondamentaux, je vais laisser la parole à Romy, qui va vous faire un point sur l'évolution de ce qu'on attend des taux de défaut dans le high yield. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Donc, moi, je voudrais vous parler des taux de défaut et des attentes autour des taux de défaut. Donc, comme Emmanuel vient de vous expliquer, les fondamentaux des entreprises sont plutôt assez solides encore aujourd'hui à l'approche d'une récession. Et donc, ceci se voit aussi dans les attentes autour des taux de défaut. Vous savez probablement que le taux de défaut ou le risque de défaut est le risque le plus important quand on investit dans les obligations à haut rendement. Et nous trouvons plutôt rassurant qu'aujourd'hui, les attentes autour de la remontée de défaut, des taux de défaut sont plutôt mesurées. On s'est concentré ici sur cette slide essentiellement sur le marché euro. On vous présente le scénario de taux de défaut de Moody's. Vous avez également dans la courbe gris-vert l'historique des taux de défaut et dans la courbe vert un peu plus clair la moyenne historique. Et la première chose qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, déjà, nous partons d'un niveau de taux de défaut qui est quand même assez bas encore. Donc, nous sommes à 2,6% de taux de défaut sur 12 mois glissants en Europe. Et Moody's anticipe dans son scénario de base, qui est ici en vert clair pointillé, que les taux de défaut vont effectivement remonter puisque nous rentrons très probablement dans une récession. Nous sommes peut-être déjà dedans en Europe. Mais cette remontée restera finalement assez contenue et on remontera finalement pas beaucoup plus que dans la moyenne historique qui est autour de un peu en dessous de 4. Donc Moody's attend 4% de défaut d'ici 11 mois en septembre 2023.
Ça, c'est le scénario de base. Moody's fait également un scénario un peu plus pessimiste, qui est ici en noir pointillé. Et donc, dans ce scénario, Moody's attend une remontée des taux de défaut vers 7%. Il convient de dire que c'est un scénario qui est assez pessimiste parce qu'en fait, dans ce scénario, Moody's prévoit que les primes de risque montent au-dessus de 10% pendant 4 mois et qu'elles restent encore pendant plusieurs mois au-dessus de 7%, ce qui est quelque chose que historiquement, on a vu que pendant des longues durées, que pendant la crise de 2009 en fait, qui était et une crise systémique et une crise qui n'était pas vraiment attendue, pour laquelle les entreprises n'étaient pas préparées. Ce qui est évidemment une différence à la récession qui est attendue aujourd'hui par nos économistes d'être plutôt une récession peu profonde. Et donc, le scénario de base reste finalement une remontée des taux de défaut assez contenue et plutôt en moyenne, en ligne avec la moyenne historique. Donc, ceci dit, on va regarder aussi comment le marché anticipe cette remontée des taux de défaut. Et donc, la première chose qu'il faut garder en tête et qui nous semble important à souligner, c'est que les primes de risque anticipent de presque 12 mois en moyenne la remontée des taux de défaut. Donc, on vous a ici souligné 3 crises en vert clair et vous voyez en fait la courbe orangée, orange-marron, que ça, c'est les primes de risque et ensuite la courbe plutôt bleu-gris qui sont les taux de défaut. Et vous voyez par exemple en 2008, fin 2008, les primes de risque remontent fortement alors que le pic des taux de défaut, le sommet des taux de défaut, le plus haut niveau, ce sera plutôt à 14%, 12 mois après. Et nous voyons la même chose dans la crise de 2011. Les primes de risque remontent bien avant que les taux de défaut remontent. Et surtout, ça vous voyez aussi très bien en 2009 et dans les crises tout après, les primes de risque ensuite rebaissent très vite alors que les taux de défaut sont encore en train de remonter. Et c'est effectivement la même chose quand on regarde la crise du Covid, ici 2020. Vous voyez, les primes de risque remontent très fortement autour d'avril 2020 et ensuite baissent très vite alors que les taux de défaut remontent véritablement juste après. Et donc, pour nous, ça, c'est très important parce que en fait, ça veut dire que quand on se trouve à l'approche d'une récession, il ne faut pas en fait attendre pour investir que les taux de défaut remontent. Parce que c'est aujourd'hui déjà, selon nous, anticipé dans les primes de risque. Et donc, c'est maintenant véritablement qu'il faut investir et ne pas attendre la remontée des taux de défaut. On voudrait ensuite conclure cette partie sur le marché par faire un petit résumé du marché aujourd'hui et pourquoi nous pensons qu'il y a en fait la plupart des voyants qui sont en vert. Et je vous ai mis ici en vert foncé les aspects du marché qu'on pense qui sont particulièrement, qui ont particulièrement leurs voyants en vert. Donc, la première chose de laquelle je voudrais vous parler, c'est la convexité aux forces de rappel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix moyen auquel traitent les obligations à haut rendement dans le marché est de 85. Or, quand un émetteur ne fait pas défaut, le prix de l'obligation retourne au pair. Ce qui veut dire, sur l'horizon d'investissement, si nous investissons aujourd'hui à 85, a priori, d'ici la maturité de nos fonds, les obligations retourneront au pair. Et donc, vous avez 15% de potentiel de hausse rien que par rapport à cette force de rabais, ce qui est relativement rare de voir sur le marché une situation où on a une telle convexité. Et donc, il nous paraît aussi sous cet aspect-là assez important de ne pas forcément attendre pour investir, mais en fait de profiter de cette force de rappel en investissant aujourd'hui sur le marché du high yield.
Le deuxième point qui est ici très vert foncé, c'est le portage et l'attractivité vers d'autres classes d'actifs. Donc, Emmanuel vous a déjà expliqué pourquoi le rendement est attractif historiquement et aussi très complémentaire, attractif par rapport aux actions. Et évidemment, tout ça est soutenu par des fondamentaux d'entreprise qui restent encore relativement solide. Évidemment, on a vu un tout petit peu le cash et les fondamentaux voilà, se normaliser par rapport à un niveau qui était vraiment exceptionnellement bien, mais nous restons néanmoins sur un niveau de fondamentaux qui nous reste suffisamment solide pour être très confiant et investir aujourd'hui. Et finalement, je vous ai mis le taux de défaut en jaune, juste pour dire qu'effectivement, nous attendons une remontée des taux de défaut. Je ne vais pas mettre cet aspect en vert, mais comme je vous ai expliqué, nous pensons que c'est largement anticipé par le marché et que voilà, c'est maintenant qu'il faut investir et profiter des attentes en termes de primes de risque qui sont très élevées. Et donc maintenant, pour vous montrer comment vous pouvez investir et tirer parti de cette configuration de marché que nous pensons aujourd'hui particulièrement attractive, je vais passer la parole à Édouard qui va vous présenter nos fonds à maturité. Merci Romy. Alors effectivement, comment tirer parti de cet environnement de marché attractif et en particulier de ce portage qui est particulièrement élevé comme on l'a vu. Eh bien, pour nous, la solution idéale aujourd'hui, ce sont clairement les fonds échéances. Les fonds échéances chez Swiss Life existent depuis 2012. On a une longue expérience dans la gestion des fonds échéances, comme je le disais en préambule tout à l'heure. On a lancé et géré en tout 7 fonds et on en a encore 2 qui sont actuellement disponibles, qui sont le fonds avec une maturité 2026 et le fonds ayant une maturité 2028, les deux derniers sur cette frise. En l'espace de 10 ans, on a lancé seulement 7 fonds. Pourquoi? Parce que pour nous, ces fonds sont vraiment une occasion de saisir une opportunité de marché. Ce ne sont pas du tout des fonds, des produits de campagne qui reviennent tous les 6 mois ou tous les ans. L'idée, c'est plutôt de saisir une opportunité parce qu'on a eu une hausse des rendements, une hausse des taux, un écartement des primes de risque. Et à chaque fois qu'on voit un moment dans le marché où il nous semble opportun d'investir sur le yield, eh bien, on lance ce genre de produit. Et c'est vrai qu'on est prêt à se passer typiquement entre 2015 et 2018. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de lancement de fonds échéance chez nous parce que les rendements nous paraissaient trop faibles. Lancer un fonds échéance à 2-3%, pour nous, ça ne fait pas vraiment de sens. On préfère lancer un fonds échéance quand les rendements sont plutôt autour de 5, 6, 7, 8% comme on l'a actuellement. Vous voyez aussi qu'en 2013 et 2015, on a lancé 2 fonds échéances avec des échéances 2018 et 2020 qui étaient un peu particuliers parce qu'ils étaient exclusivement à la destination de notre clientèle suisse et en particulier, ils étaient à destination de notre clientèle suisse qui investissait dedans pour leur retraite. En Suisse, le système de retraite est vraiment très différent qu'en France. Il y a des piliers. Dans le 3e pilier, il faut investir dans des fonds, de placement pour essayer de faire fructifier et avoir une retraite supérieure. Et du coup, on avait designé ces 2 produits eh bien, pour être en adéquation avec les attentes de nos clients pour eh bien, les investissements de leur argent pour leur retraite. Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est que c'est des fonds aussi qui peuvent être gérés pour la retraite des particuliers. Je vais maintenant entrer un peu plus dans Je le... te coupe 15 Oui. secondes, on ne voit pas. Je ne sais pas si c'est un problème de caméra ou que celui-là simplement pas allumé, mais c'est toujours plus agréable pour nos auditeurs. Ah, vous ne voyez pas? Pourtant, la caméra est Ok, et allumée. alors c'est pas grave. Attends, Continue, t'inquiète je pas. rappuie. Et là? Non, on n'a rien, mais t'inquiète pas. Continue, c'est les secrets de l'informatique. Continue, pardonne-moi. Là, toujours pas? Là, on voit le fond d'écran, on voit pas ta bouille, mais vas-y, Bon, je suis désolé pour ces t'inquiète petits pas. problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui Ça se y est, on te passe. voit. Ça y est, ça y est. Ah, magnifique. Merci, mon Dieu. Désolé pour ça. Donc, je disais qu'on allait rentrer dans les caractéristiques de nos fonds échéances et ce qui nous différencie de la concurrence. Il y en a 6.
la première caractéristique, c'est qu'on a des fonds qui sont exclusivement investis en obligations au rendement. J'ai vu passer une question dans le chat tout à l'heure qui demandait les notations de la catégorie à yield. Eh bien, ça va de double B à triple C. Et même à D, un D qui est un équivalent au défaut. Donc, vous pouvez être assuré, vous ne voyez pas de D dans nos deux fonds à échéance, le 2026 à gauche et le 2028 à droite sur les deux graphes du haut. Mais vous voyez qu'on est investi sur toutes les catégories de notation de la classe d'actifs à yield, mais qu'on n'a pas du tout d'investment grade. C'est une caractéristique qu'on a toujours eue sur tous nos fonds échéance. Deuxième point important, on a des fonds qui sont investis globalement, donc ils sont globaux, à savoir qu'ils sont investis à la fois sur le yield euro, mais aussi sur le yield en dollars, et pour une partie un peu moindre sur le yield en sterling. Et pour recouper avec ce que disait Emmanuel précédemment, eh bien aujourd'hui, on a une préférence pour le yield euro et ça se reflète clairement dans les allocations eh bien par devise. Vous voyez que dans nos deux fonds 2026 et 2028, on a plus des trois quarts de nos portefeuilles qui sont investis sur la partie euro, sans bien évidemment se priver de quelques investissements dans d'autres devises quand ils nous semblent attractifs. Troisième caractéristique, on a des exclusions sectorielles et géographiques. Première exclusion, on a décidé de ne pas investir dans nos fonds échéances dans des dettes financières subordonnées émises par des banques ou des assurances. Pourquoi? Parce que la majorité de ces dettes sont perpétuelles. Du coup, on n'a pas de certitude sur la vraie échéance de ces obligations. Et deuxièmement, et c'est sûrement le point le plus important, ce sont des dettes sur lesquelles la banque ou l'assureur a la possibilité de ne pas payer les intérêts, de les différer ou même de les annuler. Et il a aussi la possibilité de ne pas rembourser l'intégralité du nominal. Ce qui fait qu'en fait, on perd toute la notion de portage qui est si importante pour nous dans un fonds échéance où l'idée, c'est quand même d'avoir une gestion buy and hold, c'est-à-dire qu'on investit sur les obligations et on les porte jusqu'à leur échéance. Et entre-temps, on touche les coupons et on touche le remboursement du nominal à la fin de vie de l'obligation. Ici, sur les dettes financières subordonnées, eh bien, on perd cet aspect-ci à cause de l'annulation possible des intérêts. Deuxième exclusion sectorielle, eh bien, on a décidé sur nos deux dernières moutures de fonds échéance, le 2026 et le 2028, d'exclure le secteur de l'énergie. Pour deux raisons. La première, eh bien, c'est qu'on a observé qu'il y avait des vagues de défauts régulières sur ce secteur-là, à peu près tous les 4 ans. Or, quand on a un fonds à échéance qui a une durée de vie de 5 ans, eh bien, il y a de fortes chances de subir une vague de défauts sur ce secteur-là au milieu de la vie du fonds, qui va créer beaucoup de volatilité, ce qui n'est pas forcément quelque chose dont on a envie de subir. Et le deuxième élément qui est l'élément majeur, eh bien, c'est pour des questions ESG. Chez Swiss Life, on a décidé d'avoir une approche ESG qui est significativement engageante, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des fonds qui sont à moitié ESG ou moyennement ESG. Et donc, pour avoir un fonds qui est catégorisé en article 8 SFDR, eh bien, il faut qu'on ait un fonds qui ait des contraintes équivalentes à celui du label ISR. Or, sur un portefeuille tel que celui-ci, c'est extrêmement difficile d'arriver aux contraintes du label parce qu'il y a des problèmes de couverture, notamment des émetteurs qui ont des notations simple B ou triple C. Et du coup, il est extrêmement difficile d'obtenir le label et donc chez nous d'avoir un article 8. Du coup, nos fonds échéances sont classés article 6 SFDR. En revanche, notre moyen de montrer notre engagement en termes de ESG dans ces fonds-là, eh bien, c'était d'exclure les énergies fossiles et c'est ce qu'on a fait en excluant le secteur de l'énergie. Dernière exclusion, on exclut les obligations qui sont émises par des sociétés qui sont implantées dans des pays émergents. On reste vraiment seulement dans des pays développés. Vous ne verrez pas chez nous des investissements en Amérique latine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. C'est vraiment pas notre cœur de métier. Pourquoi? C'est principalement pour des questions de gestion du risque de défaut. Quand nous, notre boulot tous les jours, eh bien, c'est d'analyser des sociétés, leurs fondamentaux et d'être capable de mettre
une probabilité que cette société-là fasse défaut, ou en tout cas de s'assurer au maximum que les sociétés dans lesquelles on investisse ne fassent pas défaut. Quand on arrive dans des pays émergents, eh bien, il y a le risque pays justement qui devient très important. Et donc du coup, en plus de l'analyse fondamentale de la société, eh il faut prendre en compte tous les points liés au pays en lui-même, ce qui est un métier à part entière finalement. En plus de ça, dans les pays développés, on a une loi des faillites très claire. Il y a eu des vagues de défauts qui ont eu lieu dans le passé. Et donc, du coup, quand il y a un défaut, on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays émergents. C'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné les rendements qui sont offerts par le marché, on estime que rester dans les pays développés est tout à fait en adéquation avec la stratégie d'un fonds échéance, et donc on exclut les pays émergents. Quatrième caractéristique de nos fonds échéances, et ça c'est un point de différenciation important par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, eh bien, on a des fonds qui n'ont pas de période de commercialisation. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire et racheter des parts de ce fonds du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie. La seule chose que l'on doit respecter, évidemment, c'est l'égalité des porteurs. Et pour cela, on demande à un client qui sortirait avant l'échéance du fonds eh bien, de payer 1% de frais de rachat acquis au fonds. Et j'insiste bien sur le acquis au fonds. Pourquoi? Parce que ce 1% de frais de rachat correspond aux frais de liquidité quand on achète et qu'on vend une obligation au rendement. Si aujourd'hui, j'achète la même obligation à une même personne au même moment, je vais payer 1% de frais de liquidité. Donc, ce qu'on demande, c'est que le client qui sorte, quand on va devoir vendre des obligations en face de sa sortie, eh bien, c'est d'éviter que ce soit les clients qui restent dans le fonds qui payent la sortie de ce client-là. Et donc, on lui demande simplement d'injecter ce pourcent qui correspond aux frais de liquidité des obligations à yield dans le fonds échéance pour pas pénaliser les porteurs restants. Cinquième caractéristique qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'on a mis en place dès le premier fonds échéance qu'on a géré, c'est de prendre en compte les spécificités des obligations à yield. Alors, avant de rentrer dans le détail, quelle est justement cette spécificité des obligations à yield? Eh bien, la plupart des obligations à yield, 90% aujourd'hui sur le marché, ont des structures callables. C'est-à-dire que les émetteurs, quand ils émettent une obligation au rendement, ont la possibilité de la rappeler par anticipation. En fait, ce qui se passe quand un émetteur vient nous voir pour émettre une obligation à yield, généralement, c'est qu'ils sont en croissance ou bien qu'ils ont un niveau d'endettement important et qu'ils nous disent qu'ils vont se désendetter ou bien qu'ils ont besoin d'investir. Du coup, ils sont prêts à payer des coupons, des intérêts relativement élevés. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est si j'arrive à délivrer, si j'arrive à réduire mon endettement, si j'arrive à croître comme je vous le promets, eh bien, ce que je veux, c'est pouvoir rembourser mon obligation avant son échéance finale à un prix qui est donné et qui me permettra de me refinancer à un coût moins cher et donc de diminuer ma charge d'intérêt. Du coup, le point, c'est qu'on ne connaît jamais vraiment la maturité réelle d'une obligation au rendement parce qu'elle se situe entre la première date de call et l'échéance finale. Sachant qu'historiquement, jusqu'à aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il y a 80% des obligations à yield dont le call est exercé. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des obligations au rendement qui vont jusqu'à leur maturité finale. Et ça, c'est un point extrêmement important à prendre en compte lorsqu'on gère un fonds échéance parce que finalement, quand on investit dans une obligation à yield, on ne connaît pas à l'avance sa maturité réelle. Prenons deux exemples extrêmes, histoire de comprendre comment nous avons abordé ce point qui nous semble si important. Prenons l'exemple du fonds Opportunité 2026, qui est une échéance en juin 2026. Si nous avions décidé, comme le font certains acteurs sur le marché, d'investir dans des obligations dont la maturité finale est autour de juin 2026, généralement les limites sont 6 mois et 1 jour après la maturité, l'échéance du fonds. Donc, c'est-à-dire que notre fonds est en 30 juin 2026, on n'investirait que dans des obligations dont la maturité est avant décembre 2026. Eh bien, le problème que l'on a, c'est si nos émetteurs ont une qualité de crédit qui s'améliore, si les conditions de marché, les conditions de refinancement s'améliorent, eh bien, les émetteurs vont être incentivés, vont avoir plus d'opportunités pour se refinancer à moins cher et donc vont exercer leur call
calls de manière quasi certaine. Et donc, on peut se retrouver dans des cas extrêmes avec 80% de notre portefeuille qui est en liquidité à partir de 2023 ou 2024. Et du coup, nous, il faut qu'on replace ces liquidités pour les 2 années restantes de vie du portefeuille. Malheureusement, on a un manque à gagner important de ne pas toucher les coupons qu'on aurait touchés sur les obligations qui sont remboursées, parce que quand on replace les liquidités, on replace sur des périodes qui sont beaucoup plus courtes, avec du coup des rendements qui sont beaucoup plus faibles, et donc on crée un manque à gagner important par rapport au rendement du portefeuille au moment où le client investit. Du coup, ce risque de replacement est vraiment quelque chose d'important. Alors, on pourrait se dire, on prend le contre-pied de cela, et puisqu'il y a beaucoup de calls qui sont exercés sur le marché, on va investir que dans des obligations dont la première date de call est au moment de l'échéance du fonds. Comme ça, on évite ce risque de replacement des liquidités. Et bien là, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver en juin 2026 dans un contexte de marché un petit peu difficile, avec des sociétés qui ne peuvent pas se refinancer ou qui pourraient se refinancer à plus cher, donc qui n'ont aucun intérêt à rappeler leurs obligations par anticipation, et du coup à devoir être vendeur forcé sur le marché de l'ensemble de notre portefeuille qui est investi en obligations 2028, 2029, 2030. Être vendeur forcé dans un marché qui est difficile, clairement l'impact sur les prix de vente vont être très importants, et du coup ça aura un impact extrêmement négatif sur la valeur liquidative de notre fonds. Du coup, nous, on a décidé de prendre ces 2 éléments-là en compte, et on réfléchit en maturité statistique. En fait, pour chaque obligation en portefeuille, on établit une probabilité que l'obligation soit rappelée au premier call, au deuxième call, au troisième call, ou aller jusqu'à la maturité finale. On fait une moyenne pondérée de tout cela, et ça nous donne la maturité statistique d'une obligation qui est située en fait entre le premier call et la maturité finale. Et on s'assure à tout moment que la maturité statistique moyenne de l'ensemble de nos obligations en portefeuille soit centrée sur l'échéance du fonds. Ça veut donc dire qu'on aura des obligations qui vont être rappelées avant l'échéance du fonds, sur lesquelles on aura un certain manque à gagner et on va devoir replacer les liquidités. Mais le manque à gagner que l'on aura va être compensé par le fait qu'on a aussi des obligations qui ont une maturité plus longue avec un rendement qui est supérieur. Et on s'attache à la dernière année de vie du fonds de resserrer la dispersion des maturités pour se retrouver en gros les 6 derniers mois ou le dernier trimestre qu'avec des maturités finales, j'insiste bien sur ce mot, qui sont au moment de l'échéance du fonds ou légèrement avant pour ne jamais être vendeur forcé. Ça, c'est un point extrêmement important pour nous, c'est un point de différenciation majeur. Selon nous, on ne peut pas gérer un fonds à échéance à yield comme on gère un fonds à échéance investment grade, parce qu'il y a ces structures de call qui sont une caractéristique spécifique du high yield. Je le répète, mais 90% du marché aujourd'hui des obligations sont callables. Ce n'est pas du tout le cas côté investment grade. Et du coup, afin d'optimiser le rendement, il nous paraît absolument crucial dans notre gestion de prendre en compte cette structure des obligations à yield. Dernière caractéristique, un peu moins technique, et il s'agit de la diversification. On attache une importance toute particulière à la diversification dans nos fonds à échéance. Comment ça se matérialise ? Ça se matérialise par le fait que l'on investit pas plus de 2% sur un même émetteur. Pourquoi ? Parce que si cet émetteur, si on s'est trompé dans l'analyse ou s'il y a des événements exogènes qui apparaissent et cet émetteur fait défaut, évidemment, s'il représente 2% de notre portefeuille, l'impact en cas de défaut sera bien moins important que s'il représentait 4 ou 5%. Ces 2% ne sont pas une valeur stricte, c'est-à-dire que si on a des obligations qui ont des prix qui se valorisent, qui augmentent, ces 2% peuvent passer à 2,05, 2,10%. On peut légèrement être au-dessus de 2%, mais vous ne verrez jamais chez nous dans nos inventaires de portefeuille des émetteurs qui représentent 3, 4, 5, 6% de nos investissements. Clairement, le risque pour nous est extrêmement, la diversification est extrêmement importante. Afin d'illustrer l'importance de la diversification, nous avons fait une simulation. Vous voyez sur le graphe sur cette slide, on est parti d'un portefeuille de 50 lignes et pondéré à 2%, ce qui est le maximum de ce qu'on met sur nos émetteurs. Et on est parti du rendement, en l'occurrence ici sur le portefeuille 2026, on est parti d'un rendement net sur une part P de 7,5% à peu près. Et la simulation qu'on a fait, c'est qu'on a dit combien faudrait-il de défauts dans ce portefeuille selon plusieurs hypothèses pour entamer le capital de celui-ci. On a fait 3 hypothèses. Première hypothèse, la ligne vert clair
on a un taux de recouvrement de 70%, parce que lorsque l'on a un défaut dans un portefeuille, généralement, on récupère une partie de notre mise. Il y a eu des cas où on a récupéré, enfin il y a des cas où on récupère des montants importants et on peut récupérer jusqu'à 70% de notre mise, c'est la ligne verte. On a fait une deuxième hypothèse qui est la ligne bleu ciel, qui est un taux de recouvrement de 40%, qui est le taux de recouvrement moyen historique sur le yield. Et enfin, on a fait une dernière hypothèse qui est un peu plus sévère, où on a dit, voilà, il y a des défauts dans ce portefeuille de équipondéré à 2%, mais on ne récupère jamais rien sur ces défauts, on récupère 0%. Combien faudrait-il de défauts pour entamer le capital? Je vais me concentrer sur la ligne bleu ciel, qui est l'hypothèse la plus probable, avec le taux de recouvrement qu'on observe sur les 30 dernières années sur le yield de 40%. Et bien dans ce portefeuille de 50 lignes équipondéré à 2%, il nous faudra à peu près 25 défauts pour entamer le capital du portefeuille. 25 défauts sur un portefeuille de 50 lignes sur une durée de vie de 5 ans, ça fait 10% de taux de défaut tous les ans pendant la durée de vie du portefeuille pour que le capital soit entamé. 10% de taux de défaut, c'est peu ou prou ce qu'on a eu pendant la crise de 2008. Donc en fait, il nous faudrait une crise de 2008 tous les ans pour entamer le capital de notre portefeuille. Sachant il y a 2 points qui sont extrêmement importants à mentionner, c'est que nous, on n'a pas un portefeuille de 50 lignes, mais nos fonds échéances ont entre 100 et 180 lignes en fonction des encours que l'on a. Donc en fait, on est beaucoup plus diversifié que cela. On a beaucoup d'émetteurs qui représentent 0,5% ou 1%. Donc si vous voulez, toutes les lignes que vous voyez sur le graphe là, si on les représentait sur notre portefeuille réel, elles seraient beaucoup plus horizontales et donc elles couperaient l'axe des abscisses beaucoup plus loin. Il faudrait beaucoup plus de défauts pour entamer le capital. Et le deuxième point, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à avoir une crise de 2008 tous les ans pendant les 5 prochaines années. Bien au contraire, Romy l'a précisé précédemment, on s'attend plutôt à des taux de défaut qui vont tourner autour de 4%, ce qui est le taux de défaut moyen du marché. Et donc, du coup, on est relativement confiant sur le fait que le capital de nos fonds ne sera pas entamé, même dans un cas de récession extrêmement sévère. J'en profite ici pour mentionner un point qui est important, c'est que ces portefeuilles ne sont pas du tout à capital garanti et que ce ne sont pas des produits structurés. Donc les rendements que vous voyez, qu'on a ici en l'occurrence le 7,5%, ce n'est pas un rendement qu'on obtiendra forcément tous les ans. On peut faire une année à moins 10% et l'année d'après faire plus 20% de performance. On fluctue avec les fluctuations du marché. Voilà pour les caractéristiques principales de nos fonds échéances. Je voudrais juste vous donner les quelques différences que l'on a entre nos deux fonds 2026 et 2028 qui sont assez faibles finalement. La principale différence, c'est l'échéance. Et l'échéance a quoi comme impact? Plus on a une échéance longue, plus le potentiel de performance absolue est élevé. Évidemment, si vous investissez à 8% pendant 4 ans, vous aurez une performance qui sera moindre que si vous investissez à 8% pendant 6 ans. Donc en fait, ce qui doit dicter vos investissements le choix entre notre fonds 2026 et notre fonds 2028, c'est plutôt votre horizon de placement. Si vous avez un horizon de placement qui vous permet d'aller chercher 6 ans, on vous conseille fortement d'aller sur 2028 parce que vous avez une espérance de gain supérieure sur le 2026. Si en revanche vous avez un horizon de placement qui est plus court, alors le 26 correspondrait tout à fait à vos caractéristiques. On a à peu près la même notation moyenne, on a à peu près les mêmes rendements. Là, on vous présente les rendements au 15 novembre. Je regardais les rendements à fin de semaine dernière. On avait une vingtaine de points de base d'écart entre les deux fonds, donc c'est extrêmement proche. Pourquoi les deux rendements sont proches entre le fonds 2026 et le fonds 2028? Pour 2 raisons. 1, les courbes sont relativement plates. Il y a assez peu de gains quand on va chercher une dette 2026 par rapport à une dette 2026 en termes de rendement pur, de rendement annualisé. Et deuxièmement, vous le voyez sur les camemberts en bas de cette slide, on a une proportion de double B, donc de notation meilleure. On a une proportion plus importante de double B dans le 2028 que dans le 2026. Ça, c'est lié au fait que dans le 2028, on peut aller chercher des obligations avec des maturités plus longues et du coup, on peut aller sur des notations un tout petit peu plus défensives et des secteurs plus défensifs
moins cycliques tels que les télécommunications, tels que la santé, sans pour autant dégrader le rendement du portefeuille. Donc si vous voulez, si je devais résumer, je dirais que sur le 2028, on a un risque crédit qui est légèrement inférieur au 2026. C'est pour ça qu'on a à peu près les mêmes rendements entre les deux fonds, mais vous avez une espérance de gain qui est supérieure grâce à une durée de vie plus importante. J'en ai fini avec nos caractéristiques, nos points de différenciation et la comparaison de nos deux fonds échéances. Je ne vais pas reprendre tous les détails de cette slide qui reprennent à peu près tout ce qu'on vient de vous citer. Je conclurai en vous disant que, comme on vous l'a présenté, eh bien, on estime qu'aujourd'hui, il y a un moment vraiment très opportun pour investir sur la classe d'actifs à yield et en particulier pour saisir le portage. Le portage, quoi de mieux qu'un fonds échéance qui est clairement dédié à ce portage pour investir sur la classe d'actifs. Pour nous, c'est vraiment une solution idéale aujourd'hui. On a beaucoup de facteurs de différenciation sur le marché par rapport à nos concurrents sur le marché, comme je viens de vous les présenter. Et enfin, on n'en est pas à notre premier fonds échéance. Et ça nous donne de l'expérience. Ça nous a permis de faire évoluer nos process, de faire évoluer la manière dont on gérait nos fonds échéances. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'on a toujours réussi à maximiser leur rendement et qu'on a toujours eu des performances qui étaient in fine, qui étaient très bonnes par rapport à la concurrence avec des fonds échéances de même maturité. Je vous remercie véritablement à toutes et tous. N'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale. On est disponible pour répondre à vos questions. Donc, il faut en profiter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et merci Edouard, merci Romy et merci Emmanuel. Merci, au revoir.